Bonsoir à tous, merci de nous rejoindre sur Spectrum Télévision. Nous sommes en compagnie de Raoul Ninga, ancien footballeur et agent de joueurs, et Emmanuel Mahop, analyste des sports. Ils sont avec nous ce soir dans le cadre de cette nouvelle édition de votre magazine de débat sportif. Un magazine qui, comme vous le savez, est actuellement produit dans des conditions particulières en raison de la crise sanitaire actuelle. Alors, au menu de la nuit du sport ce soir, on va notamment, on vous l'a promis, le suivi de l'actualité au niveau du processus électoral du côté de la Fédération ivoirienne de football. On en parlait déjà la semaine dernière avec notamment l'implication de l'ancien footballeur Didier Drogba dans ce processus électoral. Ça y est, finalement, il a donc déposé sa candidature samedi dernier du côté de la FIF. Ceci en présence de ses nombreux fans qui sont sortis dans Abidjan pour le soutenir. On aura l'occasion justement de vous proposer quelques temps forts de ce dépôt de candidature de l'ancien joueur de Chelsea. Et on en profitera aussi pour continuer la réflexion sur les difficultés rencontrées par certains de ces anciens footballeurs lorsqu'ils veulent justement accéder au poste de prise de décision dans leur pays une fois leur carrière est terminée. Voilà, on en parle dans la première partie de cette émission. Et puis juste après, l'après-carrière aussi, on remet ça sur la table avec, vous le savez, malheureusement le Cameroun a perdu l'un de ses anciens capitaines, à savoir Stephen Tato, ancien capitaine de l'équipe nationale de football A du Cameroun, et cette disparition remet encore au goût du jour les conditions ou alors l'absence de statut réservé notamment à ces footballeurs qui ont défendu très haut le drapeau national. Entre gloire et précarité, pourquoi? On tentera de poser la question à nos invités ce soir. Une fois de plus, bonsoir Raoul, bienvenue. Bonsoir Lydie, bonsoir aux téléspectateurs, bonsoir à tout le monde. Emmanuel, bienvenue. Bonsoir Lydie, ça a commencé à faire un bail là, quand c'était rencontré sur un plateau, évidemment, vous le rappeliez, crise sanitaire obligeant, mais on y est. Merci de me convier à cet échange. Je salue Raoul et les téléspectateurs de cette émission. Voilà, on va donc démarrer cette première partie consacrée à la pause actu avec une discipline, c'est le karaté, dans la perspective d'une éventuelle relance des activités. On y réfléchit aussi, malgré le contexte de crise sanitaire actuelle. La Fédération camerounaise de karaté, la FECACADA, qui a annoncé la tenue d'un stage du vendredi 31 juillet au dimanche 2 août dernier au lieu de l'Académie des arts martiaux située à Lokpom, ici dans la ville de Douala. Seulement, à la veille de ce stage, le sous-préfet de Douala 5e, dans une décision prise le 30 juillet, interdit les travaux pour non-respect des mesures barrières contre la propagation du Covid-19, non-affiliation du club Académie africaine des arts martiaux, la Ligue régionale de karaté pour le littoral, et non-respect des injonctions du président de cette Ligue régionale, à savoir Maître Manfred Mingolet. Justement, on a donc on avait en image cette décision prise par le sous-préfet de l'arrondissement de Douala 5e et Emmanuel Mahop. Les forces de l'ordre étaient chargées de faire respecter absolument cette décision du sous-préfet Mathias Fombele-Tayem. Quelle analyse vous faites justement d'une telle décision, interdire l'organisation de ce stage par la Fédération camerounaise des karaté et disciplines affinitaires? Eh bien déjà, est-ce qu'en organisant le stage, ils ont tenu compte de certaines prérequis? C'est la question que je viens de poser. Après, évidemment, le sous-préfet de l'arrondissement de Douala 5e, il est le chef d'État, comme on a coutume de le dire. Donc, il est mieux renseigné pour l'interdire. Voyez-vous, je ne connais pas de fond en comble, justement, ce problème-là, si je puis le qualifier ainsi. Mais après, on dira toujours que, j'allais dire, les sous-préfets, les préfets, etc., ceux-là en charge de l'administration, ben, ils ont peut-être raison, parce qu'ils sont renseignés, ils savent pourquoi. Mais est-ce que, en parlant de karaté, est-ce que, en demandant que se tienne ce stage-là le temps d'un week-end, est-ce qu'ils l'ont fait à dessein? Est-ce que la Covid-19 justement n'est pas intervenue? Est-ce que les problèmes inhérents justement faire à dessein, c'est-à-dire faire un dessin, voyez-vous, il y a des rassemblements qui sont interdits encore, on sort progressivement, j'ai envie de dire, de certaines restrictions, voyez-vous, donc de ce point de vue-là, organiser un stage avec pas mal de personnes, surtout lorsqu'on espère, c'est pour moi qu'il dit, lorsqu'on pense que les mesures barrières ne seront pas levées, ne seront pas respectées, ça peut poser problème. Après, moi, ce qui m'intéresse, en réalité, c'est aussi de
savoir que pas mal de choses se sont dites dans le cadre de cette FECACADA, des choses inhérentes aux mœurs. Donc, j'allais dire, les enquêtes sont pendantes. Ça pourrait avoir, je le dis au conditionnel. L'affaire est quand même sur la table du ministre. Justement, au-delà, le ministre en a parlé, justement, c'est sur sa table. Mais au-delà du fait que ces affaires-là respectives, inhérentes aux mœurs, soient sur la table du ministre, ben, elles sont également en cours d'enquête dans les juridictions compétentes. Donc peut-être ça peut avoir un lien, ça peut avoir un corollaire. Mais sauf quand même que dans sa décision, le sous-préfet, il a évoqué les différents motifs, non-respect des mesures barrières, non-affiliation du club où devait se tenir le stage à la Ligue régionale de karaté, et puis aussi le non-respect des injonctions du président régional de cette Ligue, Maître Manfred Mingo. On comprend qu'il y a eu forcément une interdiction déjà de la part du président régional. Ça n'a pas été respecté et il a dû donc saisir l'autorité administrative par rapport à ça. Mais à partir de là, évidemment que les fédérations peuvent être autonomes dans les régions, ça c'est certain, qu'elles soient celles de la fédération de football dont on parle le plus, encore moins celle de la FECACADA. Donc du coup, quand le patron des lieux justement ne souhaite pas qu'une manifestation se tienne, ben, il importe quand même qu'on respecte cette décision. Après ici, le mot-clé ici, non-respect des règles barrières, même si c'est une image, même si c'est, j'allais dire, une image que l'on prend, ben, à partir de là, lorsque les mesures barrières ne sont pas respectées, rien que ce motif-là suffit à faire arrêter ce tournoi-là, même si je pense aussi que ceux qui devaient l'organiser certainement en interne auraient dû prendre les mesures idoines, justement pour parer à toute éventualité. Ça ne s'est pas fait in fine, la manifestation est interdite, mais elle n'aura pas lieu. Avant d'avoir la réaction justement de Raoul par rapport à ces rapports de force entre la Ligue et la Fédération, Emmanuel Marop, on va quand même rappeler que on avait cru que la calmie était revenue entre la Ligue régionale de karaté du littoral et la fédération. Pendant longtemps, on a assisté à un conflit permanent entre les deux institutions. Aujourd'hui, avec ce qui se passe, on comprend que la paix n'est pas définitivement de retour, forcément. Oh oui, pris sous cet angle-là. Après, convenez avec moi qu'on se disait, et heureusement que le ministre est intervenu là-dessus, on se disait que peut-être qu'on rentrerait encore dans les batailles électorales, parce qu'évidemment on pensait qu'à la fin de l'année, il fallait renouveler les exécutifs, mais ça ne sera pas le cas. Mais à partir de là, généralement, ça vous le savez, Lydie, la paix des braves revient quand les élections ne sont pas en vue, mais lorsqu'elles approchent à grands pas, évidemment, on se crêpe les chignons dans l'espoir que justement on va débarquer l'exécutif présent et peut-être on va s'y installer. Donc tout part de là. Non, après, je pense que compte tenu du fait qu'il n'y aura pas élection, compte tenu du fait que le ministre soit intervenu là-dessus dans le cadre de ces programmes communicatifs, bon, il n'y a rien à dire. Certainement, ils vont se remettre ensemble parce que les élections ne viendront pas. Alors, on est dans un contexte de crise sanitaire, Raoul Ninga. Que peut peut-être faire la... C'est vrai que vous n'êtes pas au pays, donc on imagine bien. Moi, on a quand même vu un exemple venir récemment de la Fédération camerounaise de volleyball qui a organisé ce qu'elle a appelé des matchs tests avec 40 personnes maxi au gymnase de l'école des travaux du côté de Yaoundé, avec un dispositif médical vraiment très très prononcé. Question de tester chaque personne qui ont les joueurs, encadreurs et aussi les personnes qui devaient assister à ce tournoi-là, dans le but justement de faire des propositions après au niveau des autorités et même du Premier ministre par rapport à une reprise des activités dans un canevas bien défini. Là, on est avec le karaté. Il y a un stage qui est annoncé par la Fédération camerounaise de karaté. Il y a la Ligue régionale qui s'y oppose. Et finalement, le sous-préfet de Douala 5e qui interdit la tenue des travaux. Quel pourrait être, selon vous, aujourd'hui, comment les fédérations devraient se comporter justement dans une perspective de relance de leurs activités? Alors, pardon, moi je ne connais pas très bien la fédération de karaté, mais au vu de ce qui précède, il semble apparaître que la fédération et la ligue ne s'entendent pas, parce que je ne comprends pas que la fédération ordonne un stage et que la ligue, bon, bien que ce soit motivé par quand même des arguments assez importants, la ligue refuse de laisser faire le stage.
ça démontre qu'il y a un mal-être qui est présent entre les deux institutions. Donc je pense que la fédération gagnerait à revoir ces instances, on va dire, inférieures, qui sont la Ligue et autres, pour qu'il y ait une coordination pour la reprise des activités. En ce qui concerne le Covid, le monde entier sait que nous suivons aujourd'hui avec attention tout ce qui se passe partout dans le monde, mais la vie ne va pas s'arrêter, bien entendu. On essaye de reprendre l'activité sportive par-ci, par-là, en respectant les mesures barrières. Bon, je pense aussi qu'il faut que les uns et les autres soient réveillés au niveau de responsabilité personnelle, que tout le monde sache que le danger, il est là, et qu'il faut vraiment faire attention. Voilà, donc les gestes barrières sont assez simples à respecter. Où vous êtes basé depuis de nombreuses années, Raoul Linga, est-ce que justement cette reprise ça n'a pas été facile, hein, on a vu? Alors moi je ne suis pas basé en France, ça fait plusieurs fois que je vous le dis sur ce plateau. Moi je suis basé au Cameroun. Mais entre la France et le Cameroun. Voilà, exactement. Voilà. Alors bon, j'ai la chance d'être très souvent à l'étranger. Ouais. La France a perdu pas mal de temps. Donc, je prends le cas du football, par exemple, ce qui risque de causer des désagréments au PSG ou à Lyon, parce qu'ils ont perdu du temps, ils n'ont pas repris à temps, ils avaient décidé d'arrêter complètement leur championnat, alors qu'ils auraient gagné à attendre, à observer que les autres prennent des décisions, mais bon, ils se sont précipités. On a vu ailleurs le football a repris, pour le cas du football par exemple, le football a repris ailleurs avec le respect des mesures barrières, avec une limitation de spectateurs, et la distanciation sociale, tout le reste, et ça joue très très bien. Les gens ils sont contents, et puis voilà, on espère que d'ici la fin de l'année, les choses vont reprendre de manière belle. Alors, on va évidemment suivre l'évolution de la situation au niveau de la Fédération camerounaise de karaté avec la Ligue régionale de karaté du littoral. On passe à un autre sujet dans la pause actuelle ce soir. On parle, je vous l'annonçais dès à l'intro de l'émission, le processus électoral au niveau de la Fédération ivoirienne de football. C'est aussi dans l'actualité ces dernières semaines. Et c'est une élection qui nous intéresse parce qu'un ancien footballeur est évidemment impliqué dans ce processus. La semaine dernière, nous avons d'ailleurs consacré une grande partie de cette émission à ces élections, et notamment à la candidature de Didier Drogba, et nous avons promis de suivre l'évolution de cette actualité dans cette émission. Ça y est donc que ce fait, celui qu'on appelle le Daïsoko national du côté de la Côte d'Ivoire, a donc déposé sa candidature samedi dernier au niveau de la Fédération ivoirienne de football, et pour l'occasion, ses nombreux fans sont sortis pour accompagner l'ancien joueur et capitaine des éléphants de Côte d'Ivoire. Nous vous proposons de revenir rapidement sur quelques temps forts de ce dépôt de candidature de Didier Drogba grâce à nos confrères du site ivoirien Abidjan.net. On regarde.
très heureux aujourd'hui d'être présent au siège de la Fédération ivoirienne de football avec mon équipe. Après de longs mois de travail acharné pour déposer ma candidature, mon dossier de candidature pour la présidence de la Fédération ivoirienne de football. J'ai suivi avec une vive attention, un vif intérêt, tous les débats, tout ce qui se disait, les intrigues, les critiques, mais j'ai aussi apprécié le soutien et les encouragements. Je tiens à remercier tous les acteurs du football ivoirien. Je tiens spécialement à rendre hommage à mes équipes. Je tiens à rendre hommage à toutes les personnes qui ont eu le courage de m'accorder leur soutien à visage découvert malgré les difficultés, malgré les menaces. Le football est le sport de tout le monde. Le football rassemble, le football fédère. On le voit aujourd'hui avec cette population qui est rassemblée devant le siège de la Fédération ivoirienne de football. Ce n'est pas tant être président de la FIF qui m'intéresse, mais c'est la mission. C'est la mission qui lie cette posture, cette mission qui accompagne cette posture de président de la Fédération ivoirienne de football. Notre football, ce n'est pas un secret, notre football va mal. Et ce n'est un secret pour personne. C'est pourquoi, avec mon équipe, nous nous engageons pour contribuer à la renaissance du football ivoirien. Mais cette renaissance ne peut pas se faire avec un seul homme. Loin de là, je n'ai pas cette prétention. Avec mon équipe, avec les différents acteurs qui font la richesse de cette fédération, que ce soit les entraîneurs, les joueurs, les présidents de clubs, et j'en oublie encore, ce sont eux qui font la richesse de notre football. Ce sont eux qui doivent être mis en avant, et non ma personne. Voilà l'ambiance observée samedi dernier lors du dépôt des candidatures de l'ancien footballeur Didier Drogba au niveau de la Fédération ivoirienne de football. Didier Drogba donc qui a déposé sa candidature. Avant peut-être de débattre sur le fond du sujet même, parlons un peu de la forme. C'est important, peut-être Raoul, vous êtes un ancien joueur, c'est important pour un joueur d'assister à une telle démonstration d'affection de la part de ses fans, tels qu'on l'a vu de manière globale. Oui, je vois que la population ivoirienne a encore remontré que Didier Drogba reste voilà, leur idole comme par le passé. Mais sauf que ce qui est dommage dans l'histoire, c'est que les anciens footballeurs ou les footballeurs ivoiriens, pour la plupart, ne le soutiennent pas. Et ça, je trouve ça assez dommage, même à la limite pathétique.
Parce que Didier Drogba, tout le monde sait ce qu'il a fait pour le football ivoirien. Donc aujourd'hui, qu'il gagne l'élection ou pas, au moins les footballeurs devraient être avec lui. Alors, évidemment, on dira, Emmanuel Maroc, que ce n'est pas le peuple qui vote. Il y a un collège électoral bien défini, comme c'est le cas dans toutes les fédérations sportives. Et cette sortie des fans de Didier Drogba témoigne certes de la popularité de l'ancien joueur de Chelsea, mais on imagine que cela peut sonner aussi un peu comme une réponse aux détracteurs de Didier Drogba, au vu des difficultés qu'il a rencontrées au moment de réunir les conditions nécessaires pour déposer sa candidature. Est-ce que cette difficulté-là avait lieu d'être, selon vous? Oh, ça dépend de là où on se trouve. En réalité, Didier, il est évident que c'est la star incontestée de la Côte d'Ivoire. Mais j'aurais aimé peut-être que Yaya Touré aussi déposa son dossier, qu'il aurait eu certainement autant de personnes. Mais après, on sait que Didier, il est assez aimé, il est beaucoup aimé en Côte d'Ivoire. C'est quand même Didier. Oui, mais vous le rappeliez, en réalité, il ne s'agit pas d'une élection locale, il ne s'agit pas d'une élection sénatoriale, encore moins législative. Voilà, les présidentielles vont se tirer en Côte d'Ivoire dans 3 mois et c'est ceux-là en possession des cartes électeurs qui vont voter. Mais malheureusement, ce n'est pas la populace, toute la population d'Abidjan, c'est singulièrement celle de Treichville, de l'immeuble en verre qui va voter cette population-là. Il s'agira d'un collège électoral, vous le rappeliez, 81 personnes. Et c'est justement ces personnes-là qu'il faut flatter, qu'il faut draguer, auxquelles il faut solliciter les suffrages. Voilà. Non. Mais pour faire simple, en réalité, peut-être, si vous en avez convenance, autant mais peut-être rentrer dans le vif du sujet de suite, parce que Didier, c'est vrai... on est dans le vif du sujet. Dans le vif du sujet. Voilà. Heureusement, la commission électorale a reçu le dossier de Didier Drogba. Heureusement, il a eu ces parrainages-là qui permettaient à son dossier d'être complet, on va le dire comme ça, pour être reçu. Mais Didier Drogba aurait dû, généralement, quand on veut briguer la présidence d'une association comme une fédération, qui puisait c'est de la Fédération ivoirienne de football, il y a 4 éléments majeurs dont il faut tenir compte. Déjà, il faut avoir l'onction, j'allais dire l'assentiment du pouvoir en place. Est-ce que Didier Drogba a eu l'onction du président Ouattara? C'est la première question, c'est la première démarche en réalité quand on veut briguer une association. Donc vous nous ramenez encore avec les relations entre le football et la politique. Elles sont étroitement liées. On nous dit qu'il ne faut pas qu'il y ait ingérence. Elles sont étroitement liées. Ne nous perdons pas la face. On a vu les présidents Louis Vuitton en France, les présidents français de l'époque mouiller le maillot pour que Paris abrite les Jeux Olympiques de 2024. Il lançait quelque chose. On a vu en 98 pareil. Les étoiles se mouillent, les stars se mouillent, les hommes politiques se mouillent également pour abriter ce genre d'événements. Donc politique et sport sont étroitement liés. C'est-à-dire qu'il doit avoir absolument le hockey. En France, le président n'intervient pas pour l'élection du président de la fédération. C'est impossible. En fait, le président de la fédération devrait être élu par les représentants du peuple. Parce que ceux qui font partie de ce collège électoral, les 81 personnes dont tu as parlé, devraient être représentatifs du peuple. Donc la volonté du peuple devrait être exprimée par ces personnes. Mais ces personnes ne le font pas. Oui, mais sauf que le peuple également est représenté. On peut le dire comme ça, par les présidents de club, première, deuxième division, mais ces personnes-là n'expriment pas la volonté du peuple. Oui, mais sauf que... Tout le monde voit la volonté du peuple. Tu l'as dit tantôt, que malheureusement, ce n'est pas le peuple qui vote. Mais sauf que ce sont les représentants du peuple qui votent. Donc ils devraient exprimer la volonté du peuple. C'est quoi la volonté du peuple? C'est ce qu'on voit. Oui, cette liesse populaire autour de Didier. Oui, mais malheureusement, ce ne sera pas la volonté du peuple qui va triompher. Je pensais que vous étiez courtois. On n'est pas encore là quand même. Nous sommes dans un débat. Oui, on peut échanger justement. Ça c'est clair. Très amicaux même, je dirais conviviaux en réalité. Mais peut-être pour rester en 30 secondes dans ce que vous dites, ça se passe malheureusement pas comme ça parce que les députés... Vous étiez en train de parler des pouvoirs, les relations entre... Il y a 4 éléments généralement. Voilà, donc il fallait absolument que Didier Drogba ait l'onction du pouvoir en place. C'est très important et je vais expliquer pourquoi. C'est très important. Deuxième des choses, le président Ahmad est président de la CAF. Il devrait, ça n'est pas encore acté, mais il devrait rempiler pour mars. Donc forcément, il faut avoir l'onction de la CAF en 2. C'est très important. Toujours pour être président de la Fédération ivoirienne. Ça se passe comme ça. Ça se passe comme ça. Laissez-moi finir. Je peux dire non. Oui, si, mais après vous aurez votre temps de parole. Je ne vais pas
pas vous interrompre. En 3, justement, il faut se mettre dans la poche les footballeurs ivoiriens, anciens ou locaux, dans le cadre des associations qui régissent ces anciens footballeurs-là ou ces footballeurs locaux. Et en 4, justement, se mettre les médias en poche. Quand vous avez réuni ces 4 éléments, vous êtes certain, Lydie, que vous serez président de la FIFA. Mais sauf que quand on regarde là, ça ne fait pas partie du corps électoral. Ça ne fait pas partie, mais je vais donc vous expliquer. Dans le pouvoir en place, la CAF, les footballeurs locaux encore d'accord, les médias, on vote pas. Je suis d'accord avec vous, mais je vais vous expliquer. Oui, une instance, une institution comme une fédération qui puisait. Rappelons en Afrique, il y en a 54, 55, c'est long, mais il y en a qui sont fortes. Voyez-vous, la FECAFOOT en fait partie, la FIF, etc., fédération égyptienne, etc., etc. C'est des fédérations très fortes. Et ces fédérations-là, justement, ont ce qu'il y a de particulier, c'est qu'elles doivent être en atome crochu avec le pouvoir parce que le lobbying intervient. Évidemment, ce n'est pas le pouvoir qui vote. Évidemment, ce n'est pas la présidente de la République qui vote, mais elle peut donner des instructions, justement. Et c'est pour cela qu'il semble percevoir un grand fossé entre le pouvoir justement et ceux-là qui votent, entre les supporters de Drogba et ceux-là qui votent. Ça devrait être ça, je suis d'accord avec lui. Mais justement, ça n'est pas ça parce que certaines consignes sont données que les choses ne se passent pas comme dans les règles de l'art, entre guillemets. Donc c'est pour cela que je vous disais, on doit avoir l'onction du pouvoir parce que le pouvoir qui implémente toutes les politiques, certainement celle du sport, va donner justement les directives à suivre. Et c'est cette directive-là, justement, in fine, qui peut vous porter à la tête de la Fédération ivoirienne de football qui se trouve à Treichville. Je pense que Didier Drogba l'ait fait. Bon, mais maintenant, il a le soutien populaire. On a vu à travers les images, ça pourrait être du bling-bling qui pourrait, pourquoi pas, changer la mentalité de certains qui votent. Mais rappelons au demeurant que les statistiques qui sont en train d'être faites mettent quand même l'un des candidats en termes de voix un peu plus en avance. Et convenez avec moi que s'il y a 3 candidats ou 4 et que vous ayez pour 81 électeurs, que vous ayez environ 41, forcément, vous serez le président de la FIF. On n'en est pas encore là. Attendons d'abord, j'en aurais terminé, que la commission électorale, justement, puisse valider les candidatures. Ben après, absolument, après, on verra à travers la campagne, si Didier Drogba, sa candidature, je vais y arriver, est acceptée. On verra d'ici le 5 septembre ce qui va se passer, et en espérant, peut-être pour les anciens footballeurs, que Didier Drogba et ceux de Stéphane soient présidents de la FIF. Voilà, Didier Drogba qui se présente, comme le candidat de la Renaissance, hein, parce qu'il estime que le football ivoirien va très mal. Il a fait quand même dans son programme des propositions assez solides à tous les niveaux. De votre point de vue, à Raoul, comment est-ce que on peut expliquer, c'est vrai, les éléments que Emmanuel Marope a cités tantôt, est-ce que ça peut vraiment influencer le résultat d'une élection au niveau d'une fédération sportive? Alors, moi, je pense que mon ami Marope est complètement hors de la plaque. Pourquoi? Parce que on parle quand même du football ivoirien. Oui. Voilà, il commence à me parler de la CAF, il me parle des médias. Il oublie ceux qui pratiquent ce football au quotidien. Voilà, c'est les joueurs. C'est les joueurs qui pratiquent le football au quotidien. Qu'est-ce qu'ils veulent, les joueurs? Qu'est-ce qu'ils ont envie de faire de leur football? C'est ça la question. Moi, je ne changerai pas comme toi, Raoul. Hein. On peut se tutoyer sur un plateau, on est des potes, mais j'ai parlé des associations des anciens footballeurs et des footballeurs actuels qui sont au centre du débat. Donc à partir du moment où j'ai parlé des joueurs, je peux être à côté de la plaque. Alors moi je pense que le plus important, moi ça revient à la question que je me pose toujours. De quoi les gens ont-ils peur lorsqu'un footballeur veut diriger le football? On a vu au Cameroun plusieurs fois le même problème se poser, mais de quoi ont-ils peur ces gens-là? C'est des gens, Didier Drogba c'est quand même quelqu'un qui a fait beaucoup d'années de football pour son pays, il a donné beaucoup à son pays, okay? Il a fait parler de la Côte d'Ivoire partout dans le monde entier, il est légitime pour lui aujourd'hui de penser à diriger le football ivoirien. Il veut rendre ce que le football lui a donné. Mais pourquoi les gens ont peur? Il y a un guet sous roche, on est d'accord. Le cas du Cameroun revient toujours parce qu'aujourd'hui, le Cameroun fait un cas d'école parce que quand on regarde ce qui se passe en Côte d'Ivoire, c'est un copier-coller de ce qui s'est passé au Cameroun il y a quelques années. Tout à fait. Voilà, donc, mais pourquoi les gens ont peur? C'est la question que je me pose. Laissez le footballeur diriger le football. C'est logique, c'est normal. Mais pourquoi ils ont peur? Tout simplement parce que les gens ont créé une certaine mafia autour du football.
Et ils ont peur que les vrais concernés s'en occupent, tout simplement. Aujourd'hui, tu me parles de 81 électeurs. Ces 81 électeurs, encore une fois, représentent le peuple. Ils sont là parce que ils ont été choisis par le peuple pour les représenter au Conseil national qui fait le vote, ou au Congrès, ou je ne sais pas comment ça se passe là-bas. Alors, moi, je pense que ces gens-là devraient respecter la volonté du peuple. C'est qui le candidat du peuple? Qui c'est qui peut amener le football ivoirien au sommet? Qui c'est qui a les capacités intellectuelles, je ne sais pas, toutes les capacités possibles? Qui c'est qui a l'expérience? Qui c'est qui a, on va dire, le carnet d'adresse? Qui c'est? Il n'y a pas photo. Didier Drogba, aujourd'hui, logiquement, si j'étais président en Côte d'Ivoire, il n'y aurait même pas élection. Je dirais à tout le monde, bon, je respecte la démocratie parce que je suis démocrate, je dirais par acclamation, Didier Drogba est président. Parce qu'il n'y aurait pas photo. Vous estimez qu'il c'est le meilleur profil? Mais il n'y a pas photo. Il a quand même des challengers en face. Mais l'Afrique qui ne sont pas les moindres, hein, ceux qui l'ont en face quand même. Par rapport à Didier, croyez-moi, ils ne connaissent rien au football, croyez-moi. Laissez le football aux footballeurs, aux gens. Pourquoi un mec qui a fait 40 ans a fait que du foot, aujourd'hui on pense qu'il n'est pas assez aguerri pour gérer le foot? Mais je ne comprends pas. C'est vrai que c'est une question qui c'est paradoxal quand même. On estime que les joueurs jouer c'est une chose, maintenant gérer une fédération c'est autre chose. Mais non, c'est des conneries tout ça. C'est des conneries. Le mec il a tout vu dans le foot, il a tout vu, il a atteint le summum du foot, ok? Donc ce qu'il a vu au très très haut niveau, c'est facile pour lui de le ramener au petit niveau, parce que la Côte d'Ivoire, c'est le petit niveau. Quand on parle du football mondial, Didier Drogba, c'est le summum. Okay? La FIF, c'est le petit niveau du football, et c'est facile que Didier ramène ce qu'il a appris pendant des années au summum du foot, qu'il le ramène en Côte d'Ivoire et que la Côte d'Ivoire en profite. C'est le cas du Cameroun, c'est le cas des autres pays où les footballeurs sont marginalisés quand il s'agit de la gérance du football. Mais moi, je me repose la question, encore une fois, pourquoi? Emmanuel Maroc, sur cette problématique justement, Didier Drogba, meilleur profil par rapport à ces élections? Moi, on juge le maçon au pied du mur. D'entrée de jeu, on ne peut pas, parce que moi je n'ai pas le don d'ubiquité, encore moins je ne sais pas lire entre les feuilles, entre les lignes, pour préjuger que Didier Drogba serait évidemment un très bon président de la FIF. Évidemment qu'il a vécu des choses, mais c'est beaucoup plus le vécu sportif en réalité. Ça n'est pas le vécu administratif. Il faudrait déjà que nous fassions... deux choses absolument, c'est très important. J'ai envie... Ce n'est qu'au Cameroun qu'on le dit. À chaque fois que je prends la parole, vous me coupez, vous parlez, je vous interromps. Allez-y, Emmanuel Maroc. Je souhaiterais que vous me laissiez argumenter. Des présidents de l'instance fêtière mondiale, justement, Joao Avalanche, près de 25 ans, je ne pense pas qu'il ait eu un passé de footballeur. Zeb Blatter, 25 ans, 98-2015, je ne pense pas qu'il ait eu un passé de footballeur. Gianni Infantino, maintenant, eux-là qui dirigent l'instance fêtière mondiale, n'ont pas un passé de footballeur. Peut-être qu'il est temps aussi que ça change, je suis d'accord, mais le débat peut être là. Vous faites bien, justement, de mettre ça au goût du jour. Mais en l'état, voyez-vous, Michel Platini, je suis d'accord, à l'UEFA, je suis d'accord. Je voulais parler de Michel Platini, c'est l'exception certainement qui fait la règle. Il y a eu certains joueurs en Afrique, Kaloucha Bouala, excellent, et Demetrio Albertini, à un moment donné, qui a été vice-président de la Fédération Calcio. Ça se passe comme ça. Mais globalement, le football, avant que les footballeurs ne jouent, j'ai rien contre les footballeurs, il y a des lois. Et les lois, là, sont implémentées par les administrateurs. C'est très important de le noter. Donc les administrateurs aussi sont des footballeurs sur le papier, on va le dire comme ça. Bon, mais maintenant, Didier Drogba, évidemment, au vu des trois candidats, en termes de popularité, il est évident qu'il sort du lot. Mais ne perdons pas de vue que Didier Drogba sort de sa retraite, et sort de ses deux retraites, et internationale et en club. Donc du coup, les Ivoiriens ont encore cette idée du Drogba joueur. Mais il a deux challengers, justement, qui, eux, ont roulé leur boss sur le plan de l'administration de la Côte d'Ivoire. Voyez-vous, permettez-moi de faire un coucou comme ça à Jacques Anouma, dont on sait tout ce qu'il a amené au football ivoirien sous l'ère Didier Drogba. Voyez-vous, voilà quelqu'un qui n'a pas eu un passé de footballeur, mais qui a fait des choses assez sympas pour la FIF. Donc, un joueur pourrait faire mieux, je suis d'accord, mais ne perdons pas de vue qu'il y en a également sur le plan de l'administration qui font des choses sympas. On va attendre la commission électorale, justement, qui va certainement valider la candidature de Drogba, et en espérant que la campagne, entre-temps, lui fasse peut-être avoir d'autres adhérents parlant des 81
électeur. Après, c'est pas automatique parce que Didier Drogba, pour diriger, j'en aurais terminé, il faut avoir des formations, il faut avoir un pédigré dans l'administration. Ça n'est pas la même chose. On peut jouer au football et ne pas être un bon administrateur. En revanche, ce que Didier pourrait, et ça c'est sûr de tout le monde, apporter au football ivoirien, ce serait sur le plan du jeu, sur le plan technique, sur le plan des infrastructures. D'où ma question. Ça c'est certain. François, moi je vais la prolonger dans la deuxième partie de cette émission avec le débat. Comment intégrer, quelle place doit-on justement consacrer à ces anciens footballeurs-là qui ont défendu très haut les couleurs nationales de leur pays? À qui vous posez la question? Aux politiques, aux hommes politiques de la Côte d'Ivoire, parce que c'est eux justement, c'est à eux qu'il faut poser ce genre de questions. Ils doivent peut-être légiférer dessus. Cameroun aussi, hein. Non, on nous parle de la Côte d'Ivoire. Voilà. Je suis d'accord, on va en parler avec Tato Stéphane Labem. Mais voilà. maintenant, le Cameroun, tout comme la Côte d'Ivoire, je pense, ont deux chambres, une haute et une basse, justement, au sein desquelles chambres ces problèmes sont posés pour, in fine, justement, en faire des lois. Ça devrait se passer comme ça. Mais pour le moment, limitons-nous à cette candidature de Drogba, c'est vrai, qui attire tous les regards, mais en espérant que Didier Drogba, moi si j'étais à la place de Drogba, on l'a appelé le président Ahmad Ahmad après qu'il ait pris la tête de la CAF, appelle deux icônes, Samuel Eto'o et Didier Drogba, pour l'aider justement de par leur vécu. Et là je rejoins Raoul là-dessus, mais Didier il est aux abonnés absents et on ne le voit jamais auprès de la CAF. Moi je verrais bien Didier Drogba peut-être président de la CAF demain, peut-être que ça passe par l'élection à la FIF. Moi personnellement, je l'ai dit sur d'autres plateaux, Didier Drogba, son vécu dépasse largement le cadre de la Côte d'Ivoire. Et moi, c'est pour cela que j'aime bien le comportement. D'avoir un joueur. Je suis d'accord. Moi, c'est pour cela que j'aime. C'est pour cela que moi, j'ai aimé l'attitude de Samuel Eto'o, justement, de se mettre à la place de son grand frère, de son père Ahmad Ahmad, pour penser l'évolution et la révolution du football africain. Et le président Ahmad Ahmad a vu pareil en associant Drogba, mais qui malheureusement n'est jamais là. Et du coup, moi, je me pose des questions parce que Drogba, pour moi, qui vous parle en ce moment, a sa place, non pas à la FIF, mais à la CAF, parce que l'aura de Drogba dépasse celle de la Côte d'Ivoire. Drogba est un Ivoirien, certes, mais son aura dépasse le cadre de la Côte d'Ivoire pour servir l'Afrique tout entière. Le football africain, j'entends pas. Si on extrapolait un peu, et que peut-être dans quelques années, on voit peut-être Samuel Eto'o aussi vouloir gérer le football, est-ce que ce qui se passe avec Drogba, on assisterait peut-être à un tel scénario ici? Je pense que pire. Ça sera pire. Quand j'écoute ce que mon ami Emmanuel dit, je pense que ce sera pire. Voilà. Oui, mais pire pourquoi? Pire pourquoi justement, Raoul? Parce que les gens comme toi pensent que Samuel Eto'o ne peut que nous aider dans le cadre du football, on va dire, pratique, pas administratif. Alors que c'est tellement faux. Tout ce qu'ils ont vécu dans le football de haut niveau est administratif, est sur le terrain, et c'est dans toute l'organisation que tu ne peux même pas imaginer. Non, Raoul, vous ne pouvez pas le dire. Ça, je te le dis, c'est vrai. Vous ne pouvez pas le dire. C'est pour cela justement que les anciens joueurs, je vous parle même à témoin, ils ont au sortir, du moins pendant qu'ils préparent leur après-carrière, il y en a qui ont des formations d'entraîneurs, il y en a qui ont des formations d'administrateurs. C'est pas la même chose, vous ne pouvez pas le dire. Alors, tu ne connais pas déjà ce que Drogba a fait comme préparation depuis qu'il a arrêté de jouer? Tu ne peux pas te permettre de me dire qu'est-ce qu'il a fait comme formation. C'est vrai ou pas? Oui, mais c'est la raison pour laquelle, justement... Est-ce que tu peux me dire ce qu'il a fait comme formation? Donc, je suis ne le sais pas. Mais vous dites même, tu ne le sais pas. Tu me rejoins et même, je vais te dire, au-delà des formations qu'il puisse faire, juste déjà les acquis de l'expérience, c'est énorme. Il n'a même pas besoin de faire ses formations. Les acquis de l'expérience sont énormes. Oui, mais sur le plan administratif. Mais même sur le plan administratif, mais après, sur le plan... Parce qu'il a vécu pendant 40 ans l'organisation du football, l'administration du football, le football pratique sur le terrain, il a tout vécu. Oui, et dans le haut niveau. Oui, mais qu'on me dise que Didier est entraîneur des éléphants, de suite... Mais pourquoi tu le limites à l'entraînement? Pas ce qu'il a vécu, mais il n'a pas que vécu l'entraînement, il a vécu l'organisation du football, il a vécu l'administration du football. Mais comment il pouvait jouer au foot et vivre l'organisation du football? Ça veut dire que tu ne connais pas comment le football marche, Emmanuel. Encore une fois, non, c'est pas très sympa que vous me le disiez quand même sur un plateau. Vous n'avez pas la science infuse. Non, un footballeur, ce n'est pas que... Sinon, il n'y aurait pas les formations après. Ce n'est pas moi qui les invente. Alors, pourquoi ils sont dispensés de certains niveaux dans les formations? Oui, ils sont dispensés de certains niveaux parlant des formations liées aux entraînements. Pas forcément. En réalité, mais certaines formations, justement, qui ont trait à l'administration, à la gestion, au marketing. Je vais t'expliquer. Par exemple, la formation de directeur sportif, quand on atteint le sommet du football, on est lié de certains niveaux. On est dispensé de certains niveaux.
c'est l'administration du foot aussi, directeur sportif. Ça n'a rien à voir avec l'entraînement. On est d'accord. Il ne faut pas parler de ce que tu ne maîtrises pas. Donc, si on comprend bien. Les acquis d'expérience dans ce genre de cas sont énormes. Les mecs comme Didier Drogba, comme Samuel Eto'o, ont un bagage que tu ne peux pas imaginer. Ils ont tout vécu dans le football, tout. Tu crois que Ahmad les prend autour de lui juste pour parler de l'entraînement? Non. Pour parler de... Et tu l'as dit tout à l'heure, tu es complètement paradoxal et contradictoire. Tu as dit, Ahmad a pris Samuel pour repenser l'organisation du football. Mais il n'a pas pris Samuel pour parler de l'entraînement. L'organisation du football. Parce qu'il sait que Samuel a des acquis là-dessus. Il sait que Drogba a un vécu là-dessus qui est avéré. Le football, ce n'est pas que le terrain. Au Cameroun, les gens pensent qu'un footballeur, et c'est ça, depuis l'air de temps, les gens pensent que footballeur, c'est juste limite toi à taper sur le ballon, mais non, le football, c'est tout. C'est l'organisation, ok? C'est l'organisation, c'est la gérance de plein de choses, c'est l'administration du sport, c'est plein de choses. Et les footballeurs, la plupart même, des fois, n'ont pas une formation, mais ils acquièrent des expériences pendant leur carrière. Et ces expériences, ils peuvent les mettre à profit, à contribution pour le développement du football dans leur pays. C'est normal, c'est de bonne guerre. Mais que de me dire que Samuel Eto'o ou Didier Drogba, il ne peut que aider en tant qu'entraîneur, je dis, mais tu ne connais pas le football, malheureusement. Le football, c'est un tout. Excuse-moi de te le dire, cher ami, c'est un tout. Voilà, donc ça, je le sais que c'est voilà. Tout à fait. Non, mais tu l'as dit, tu as dit qu'il ne peut qu'aider comme entraîneur. En tout cas, vous insistez quand même que c'est important, sur le plan administratif pour ces anciens footballeurs, d'acquérir les connaissances nécessaires avant peut-être de se jeter dans la course, dans une présidence à la fédération. Fut-elle minime, etc. Tout à fait. Mais il y a des formations. En revanche, peut-être il n'a pas semblé m'avoir compris, qu'on me dise en l'État que Didier Drogba, Samuel Eto'o, etc. aient fait des formations d'entraîneur ou non. Qu'on me dise en l'État que Didier Drogba peut être sélectionneur entraîneur des éléphants, je dis oui. Mais pourquoi forcément? Mais permettez-moi, à chaque fois, je il n'est pas d'accord quand on limite les anciens footballeurs. Parce que tu le limites sur le plan technique. Je parle français, je dis en l'État, en l'État. En l'État. Mais permettez-moi d'argumenter. D'accord. C'est un débat contradictoire. Oui, mais c'est un débat, mais à chaque fois, je vous laisse parler. D'accord, vous n'êtes pas d'accord, vous allez quand même souffrir de l'écouter. Justement, vous n'êtes pas d'accord. D'accord. Emmanuel, vous maîtrisez. Allez-y, continuez. En l'état, à l'heure où on parle, qu'on me dise, vraiment, je ne cherche pas à savoir si Drogba a fait des formations comme entraîneur, qu'on me dise que Drogba, en l'état, peut être entraîneur des éléphants de la Côte d'Ivoire, je valide tout de suite. Pourquoi? Parce qu'il a un vécu pour ça. Voyez-vous, tant en club qu'en sélection. Donc évidemment, tout ce qu'il a rencontré, tout ce qu'il a côtoyé comme entraîneur, tout ce qu'il a reçu d'eux, ben, il pourrait le transmettre sans avoir fait une formation d'entraîneur. Tout de suite, je suis d'accord. Mais après, ça n'est pas que l'entraînement, justement. Il faut, pour être président d'une association, il faut quand même des prérequis sur le plan de l'administration. Et ces prérequis-là, justement, on les obtient en faisant des formations. Les after-carrière des joueurs font ces formations-là pour avoir ce background nécessaire, justement. Mais ce n'est pas comme s'il sera tout seul pour gérer toute la fédération. Forcément, il y a des gens qui vont l'accompagner. Est-ce que tu penses que Didier Drogba n'a vécu que, ou n'aura vécu que l'entraînement dans sa vie de footballeur? Mais on reconnaît. Mais tu ne me réponds pas. Est-ce que Didier Drogba, je repose ma question, est-ce que Didier Drogba ou Samuel Eto'o n'aura vécu que l'entraînement dans sa vie de footballeur? Je ne voudrais même pas que vous parliez de Drogba et de Eto'o. Non, mais ce sont les icônes du football camerounais. Prenez même mon cas, évidemment. Quand on est constitué normalement, quand on a la tête sur les épaules, on est cultivé, on peut faire journaliste, on peut faire, etc. Autre chose, pour sa culture personnelle. Non, mais vous êtes tellement malin que tu veux... Mais à partir du moment où je le dis, convenez avec moi que... La question est simple. Oui, mais à partir du moment où je le dis... Terminé, et puis on évolue dans l'émission. Convenez avec moi que la modeste personne que je suis ne fait pas que de foot, ne fait pas que autre chose, a envie de flirter avec d'autres disciplines et d'autres connaissances. Mais Didier Drogba, Samuel Eto'o peut faire pareil. Je suis d'accord. Pourquoi tu te permets de juger, de penser qu'il n'a pas on va donc poursuivre l'émission parce que là, décidément, vous n'allez pas vous entendre. D'abord, mais sauf que le football, c'est pas forcément que jouer. Le football, c'est un tout. C'est un tout. Et il a vécu, Drogba a vécu ce tout. Il a ce qu'on appelle les acquis de l'expérience par rapport à son vécu de footballeur. Il a l'administration, il a l'organisation de football, il a tout cela. Il n'a pas que l'aspect pratique du terrain. C'est ce que je veux te faire comprendre. Il n'a pas que ça. Et ce qu'il a vécu,
les mecs de Côte d'Ivoire qui concourent en face de lui n'ont pas ce vécu. Ça, tu peux me croire. Ils n'ont pas ce vécu. Dans l'organisation, dans l'administration du football, ils n'ont pas ce vécu. Mais encore une fois, ils n'ont pas. Mais vous dites des choses pas sympas du tout. Mais eux, ils ont administré. Il y en a un qui a été président de la Ligue. Ils ont administré au petit niveau. Lui, il a vécu le haut niveau de l'administration. On ne parle pas d'une élection à la CAF, M. Ninga. On ne parle pas d'une élection à la FIFA. On parle d'une élection à la FIF. Et les deux candidats, ils ont roulé leur bosse comme administrateurs de la FIF. On parle de la FIF. C'est l'administration qui nous intéresse. Mais aujourd'hui, quand même, même les acteurs du football ivoirien critique la gestion. Sûr, tout le monde le sait. Le football ivoirien, et même au niveau local, le football jeune, la formation sera. La coupe, elle est comme ça. En Côte d'Ivoire, tu le sais. En ce moment. Tu ne vas pas aujourd'hui nous parler d'Anouma comme s'il était La coupe, elle est comme ça en Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire aujourd'hui n'est pas mieux que le Cameroun. En tout cas, on a compris que vous n'allez pas vous entendre sur ce sujet. Même si je l'aime bien, je ne peux pas non, ça c'est clair. Permettre de dire n'importe quoi. Vous n'allez pas vous entendre sur ce sujet, mais on va quand même regarder ce qui va se passer au niveau de avec cette candidature de Didier Drogba et surtout, on va suivre tout le processus électoral au niveau de la Fédération ivoirienne de football qui nous rappelle un peu forcément ce qui s'est passé ici lors des dernières élections à la Fédération camerounaise de football. Donc, on reste aussi dans l'après-carrière. Dans la seconde partie de cette émission, dans le débat, on s'intéresse notamment aux anciens lions, au statut des anciens lions aujourd'hui entre gloire et précarité. Et comme vous le savez, nous avons perdu l'ancien capitaine de l'équipe nationale du Cameroun, Stephen Tato, en fin de semaine dernière des suites de maladie du côté de Yaoundé. Une disparition et depuis cette disparition, les hommages se multiplient un peu de partout. Il y a eu beaucoup de témoignages, mais cette disparition aussi a permis de remettre sur la table le statut même de ces anciens joueurs-là qui ont défendu très haut les couleurs de l'équipe du Cameroun. L'après-carrière, qu'est-ce qu'on fait à l'après-carrière? Comment est-ce que le pays se comporte vis-à-vis de ces anciens footballeurs? Est-ce qu'ils sont abandonnés? Est-ce qu'ils sont véritablement pris en considération? Nous avons voulu vous proposer ce soir le regard croisé de deux anciens footballeurs camerounais. D'un côté, François Mambiyik et de l'autre côté, Emmanuel Mabouan Kessak, que nous vous proposons de regarder dans ce reportage. Le décès le 31 juillet dernier à Yaoundé de l'ancien capitaine des Lions indomptables Stephen Tato remet sur la table la problématique du statut que le Cameroun accorde aux anciens footballeurs une fois que ceux-ci ont raccroché les crampons. Pour le mondialiste 90 François Mambiyik, ces anciens joueurs ne sont pas abandonnés par le gouvernement. Non, on ne peut pas dire qu'on a abandonné. C'est vrai qu'on espère toujours mieux. Je me rappelle... Et je pense qu'il n'y a pas longtemps, j'ai vu un circulaire où, quand on a fini cette Coupe du Monde, le chef d'État avait donné l'ordre qu'on nous donne à chacun des joueurs une maison. Bon, mais au lieu d'avoir 22 ou 27 maisons, plus que les encadreurs étaient aussi, le nombre de maisons a augmenté à 50. Les autres maisons partaient où? Donc je pense que le ministre de l'Habitat ou le directeur de la SIC à l'époque a trouvé que ce n'était pas normal, donc le projet a disparu. Pour certains de nous autres, on ne peut pas dire que le gouvernement nous a abandonnés. Personnellement, ça fait 2 fois que je suis en équipe nationale, nommé par le gouvernement. Roger Mila est ambassadeur, donc il y a quelques joies comme ça. Oui, mais le plus important pour nous, c'était de faire notre boulot. On l'a fait, on a défendu les couleurs du pays. Certaines décisions n'ont pas été respectées du gouvernement. 30 ans après, on ne va pas revenir. On travaille pour reconstruire, pour continuer à développer notre football, en espérant que, oui, il y a cette génération, 90, il ne faut pas oublier la génération 2000 qui a gagné la CAN, 2002 qui a gagné la CAN. Donc, non, il y a les anciens footballeurs qu'on peut exploiter encore leur qualité dans le domaine du football. Un avis que ne partage pas entièrement son ancien coéquipier Emmanuel Mabouan Kessak.
Depuis la France, où il s'est reconverti dans l'entraînement, l'ancien coéquipier de Stéphane Tato estime que les anciens joueurs ne bénéficient pas d'un statut particulier auprès du gouvernement, encore moins auprès de la Fédération camerounaise de football. Mais pour le cas, tout le monde ne va pas devenir entraîneur. Il y a l'administration, le football peut-être, comme il me disait toujours, moi, je veux travailler à la fédération. C'est mon objectif principal. C'est vrai qu'après le Japon, et vous savez bien qu'il est parti au Japon assez tard, mais même comme ça, il m'a dit, je veux travailler pour mon pays, je veux être à la fédération. Il n'a pas pu. Il faut aussi savoir qu'il y a des salaires impayés. On parle de 10 ans. Moi, j'ai fait 5 ans à la fédération, je n'ai pas touché un salaire. À un moment, si je n'étais pas venu en Europe, ou bien si je n'habitais pas ici, j'aurais peut-être eu la même chose que lui, comme d'autres footballeurs qui souffrent. Donc, c'est pas peut-être à l'État de prendre en charge les footballeurs, mais il y a des méthodes aussi de facilité. Moi, je vois bien les entraîneurs ici. Quand je vais en stage d'entraîneur ici, on me considère comme un mondialiste, on me considère comme quelqu'un qui vient pour apprendre, mais qui vient aussi apporter quelque chose au football. Donc, on facilite. Mais chez nous, c'est aussi à la fédération et à l'État d'encourager, et sachant bien que ces anciens footballeurs n'ont pas bénéficié de sommes comme ceux qui sont en prison. Et face à cette souffrance des anciens joueurs, le mondialiste 90 et 94 propose à l'État de voir dans quelle mesure octroyer des facilités à ceux-ci après leur carrière. Voilà ce regard croisé de François Mwambiyik et Emmanuel Mabouankesak par rapport à ces anciens footballeurs. Raoul Ninga, forcément vous avez une pensée émue par rapport à Stéphane Tato qui a disparu. Et juste derrière aussi, le regard que vous portez sur ces joueurs-là, l'après-carrière. Vous êtes un ancien footballeur. Aujourd'hui, on a ces anciens lions qui décèdent dans des conditions assez difficiles. C'est un débat qui ne date pas d'aujourd'hui. Et jusqu'à présent, il n'y a pas véritablement une clarté au niveau de l'implication de ces anciens footballeurs-là dans la gestion peut-être du football ou d'autres choses. Bref, comment est-ce qu'on peut, une fois qu'ils ont raccroché les crampons, les intégrer au sein des activités sportives? Alors, je tiens déjà à présenter mes condoléances à la famille du défunt. Stéphane Tato, c'était un très grand homme, un très grand capitaine pour les Lions. Donc, je dis beaucoup de courage à sa famille. Voilà. Alors, par rapport à votre question, le problème de la formation revient. Alors, le problème de la formation revient dans le sens où au Cameroun, bon, après cette génération des anciens n'avait pas été formée comme aujourd'hui, mais aujourd'hui je pense que ce que ces anciens vivent ou ils ont vécu devrait alerter les formateurs d'aujourd'hui. Il ne faut pas former que des footballeurs. Ça revient à ce que je disais tout à l'heure à mon ami Emmanuel. Le football, ce n'est pas que le terrain. Il ne faut pas former que des footballeurs. Il faut former des hommes. Pourquoi? Parce que dans la formation de footballeurs, il y a maximum, je vais être exhaustif, maximum 10% qui réussissent dans on va dire, dans une génération. Maximum, on va dire, qui réussissent encore. Donc, je suis très excessif sur le pourcentage. Donc, je pense que si on formait les hommes, après le football, si le football ne marche pas ou s'il marche et qu'après l'après-football, les hommes formés auraient une facilité d'intégration ou de réintégration dans un métier peut-être différent ou même dans le football au niveau de l'administration ou au niveau d'autres choses. On voit par exemple en Europe, ils ne forment pas que des footballeurs, ils forment des hommes. C'est-à-dire le footballeur qui fait ses classes de foot, en même temps il continue son cursus scolaire. Donc il acquiert des connaissances scolaires qui lui permettront après d'être dirigeant de foot ou d'être dirigeant de société ailleurs ou comment, ça dépend. Donc le problème de la formation est primordial là-dessus. Donc aujourd'hui je pense que tout le monde se plaint, oui la fédération ne fait pas ci, la fédération ou l'État ne peut pas tout faire. Voilà. Et aussi les footballeurs, tout le monde devrait penser à l'après-carrière parce qu'en Afrique et au Cameroun en particulier, les uns et les autres ne pensent qu'à l'instant présent.
Ils ne pensent pas à l'après. Moi, hier, j'étais encore avec un collègue à moi avec qui on a fait des classes ici de foot. Aujourd'hui, il ressemble pas à grand-chose. Pourquoi? Parce qu'il s'est limité au foot. Alors qu'il n'y a pas que le foot. Le foot peut ne pas marcher et tu trouves une autre voie ailleurs qui te permettrait de vivre ou de vivre décemment. Voilà. Donc moi, je pense que on devrait arrêter le débat sur la fédération n'aide pas, l'État n'aide pas, l'État devrait donner, offrir les maisons. Non. Les footballeurs, quand ils jouent au foot, ils gagnent de l'argent. S'ils font des placements, ils peuvent préparer leur avenir. Pendant que, je vais citer le cas je ne vais pas citer le nom, je n'ai jamais cité le nom, on sait que dans cette génération de 90, il y a certaines qui vivent décemment et il y a d'autres qui vivent dans des conditions pas possibles. Voilà, ceux qui vivent décemment, ils n'ont pas forcément gagné plus d'argent que les autres, mais ils ont su placer leur argent. Voilà. Et c'est ça le problème. Il faut apprendre aux jeunes à utiliser leur argent, à penser à l'après-football, parce que l'après-football, ce n'est pas à la fédération de la préparer pour eux, c'est à eux-mêmes de préparer l'après-football ou leurs conseils, ou leur famille. Mais aujourd'hui, aujourd'hui comme avant, les footballeurs, ils ne pensent pas à ça. Ils pensent que à l'instant présent. Voilà, ils sont des stars, ils sont voilà, ils ont du succès et ils se focusent là-dessus. Et après, la nouvelle vie les surprend. Et ça, c'est dommage. Dans votre cas personnel, comment est-ce que vous avez procédé? Alors moi j'ai très vite arrêté de jouer au foot parce que j'ai été blessé. Et quand j'ai été blessé sur le lit, quand j'ai été opéré du ménisque pour la première fois, parce que j'ai subi 2 opérations, une du ménisque, une des croisés, quand j'ai subi l'opération du ménisque, j'ai commencé tout de suite à penser à l'après-football. Je me suis dit, si j'arrivais plus à rejouer, qu'est-ce que j'allais devenir? Alors j'ai commencé à penser à l'après-football. Quand la 2e opération est arrivée, j'ai tout de suite choisi ce que je voulais faire. Et je voulais rester dans le football. Et j'ai choisi de devenir agent. Ça fait 15 ans ou plus, je ne sais plus, que je travaille comme agent. Voilà, donc je suis tranquille, je n'ai pas de soucis. Je n'ai jamais compté sur la fédération. Ils ne me connaissent même pas ou ils m'ont oublié. Voilà, donc je n'ai jamais compté sur l'État. Bon, voilà, je me bats comme tout le monde, j'essaie de m'effrayer mon chemin. Et je pense que les uns et les autres gagneraient à faire pareil. Alors, Emmanuel Marop, pardon, vous avez écouté François Mambéik, Emmanuel Bankesak et puis Raoul Ninga aussi. Ce sont des expériences, c'est le vécu. Ils parlent de leur vécu, les expériences d'anciens footballeurs. Est-ce que c'est la même lecture que vous avez aujourd'hui, Raoul, qui estime que, OK, l'État ne peut pas tout faire, d'accord. Bankesak pense que l'État ne peut pas tout faire, mais peut quand même assurer certaines facilités par rapport à ces anciens footballeurs-là. Et Raoul qui estime quand même que c'est aux footballeurs eux-mêmes de penser à leur après-carrière. Est-ce que c'est la même lecture que vous avez? Bien, moi, j'aime toujours à relativiser. Vous savez, j'aime à relativiser, sur d'autant plus qu'en réalité, s'il faut tenir compte des anciennes gloires, on va remonter à l'époque de l'homme de Cro-Magnon. C'est un mot qui est en réalité gloire, d'abord. Justement, c'est la question. Je réponds à votre question pendant que vous la posez. Parce qu'on ne va pas perdre de vue qu'avant que l'équipe nationale du Cameroun en soit cette vitrine-là de notre football, depuis 1984, parlant de son premier titre, il y avait des équipes comme Orix, comme Union, comme Tonnerre, qui ont hissé très haut le drapeau du Cameroun dans le cadre des Coupes africaines en club. Donc du coup, après, on devait commencer par là. Il y a quelqu'un comme Maréchal Mbapelépé, dont on sait qu'il est décédé en 1985 dans des conditions que l'on sait, de dèche pas possible. Donc du coup, à partir de là, dès lors que j'ai pris ces exemples-là, je démontre que en réalité, il y a eu le football passion, le football passion et le football business. À partir du moment où ceux-là qui ont joué au football par passion, voyez-vous, n'avaient pas d'argent. Bon, mais ceux-là, justement, à un moment donné, ceux d'entre eux qui sont vivants, ils se posent pas mal de questions. Ils se lamentent même à la limite. Mais il y en a, justement, comme disait Raoul, qui ont vécu dans la période de football business. Et voyez-vous, ils se sont fait de l'argent et ils ont commencé, dès lors qu'ils ont paraphé leur premier contrat, à penser à leur après-carrière, en faisant des placements avec leurs intermédiaires, etc., etc. Ça devrait se passer comme ça, en principe. Différentes. Et c'est pour cela que, absolument, et c'est pour cela que, parlant du cas de Tato Stéphane, en réalité, on sait que sa carrière, il l'a faite au Cameroun.
Tonnerre, Olympique de Volier, Camaro de Cuba, c'est vrai, mais Tonnerre et puis l'Olympique de Volier. Il n'avait pas un salaire de pacha, ça c'est certain. Tout ce qu'il a même plus... Oui, au Japon, sur le tard, on l'a rappelé, Mabankesak l'a rappelé, il est allé au Japon sur le tard, et encore qu'à la D-League, ça paye pas trop. Donc du coup, Tato Stéphane, tout ce qu'il a pu avoir comme argent, je suis certain, il a eu par l'entremise des Lions indomptables, la CAN remportée, les prix spéciaux, Coupe du Monde, quart de finale, etc., etc. Donc convenez avec moi qu'à un moment donné, quand on a cet argent-là, on peut le claquer vite fait. Encore que même quand on en a eu, les exemples sont légion. José Touré, on s'en souvient, à une époque, hein, le Malien d'origine de nationalité française, AS Monaco, à l'époque, 30 millions de salaires. Ça faisait partie, il y a 20 ans, des salaires les plus costauds, mais on sait dans quelles conditions il a fini sa carrière. Il est devenu grincheux à la limite. Donc ça peut se passer comme ça. Après, pour ces personnes-là, moi, je mettrais quand même, je demanderais à l'État, pourquoi pas, peut-être par l'entremise de la Fédération, d'avoir une pensée pour cette génération-là qui a précédé celle des internationaux camerounais qui jouaient dans les clubs pour qu'on les paye. Ouais, ça, je mettrais... Est-ce qu'à ce moment-là aussi, la nouvelle génération ne voudrait pas avoir la même considération? Oui, mais sauf qu'en réalité, évidemment qu'on ne peut pas changer le Cameroun en un jour. On ne peut pas changer le statut des anciens professionnels en un jour. Ça, c'est certain. Mais généralement, dans ces cas, un peu comme nous les journalistes, on ne s'occupe pas du train qui est arrivé à l'heure, mais celui qui est arrivé en retard. Donc, on devrait, à mon avis, penser d'abord à cette génération-là qui a permis au Cameroun, génération peut-être de Bapé Lépé, qui a permis au Cameroun d'être connu. On pourrait peut-être leur trouver certaines faveurs. Parce que eux, ils ont joué au Cameroun uniquement, ils ont joué dans des conditions que l'on sait, ils n'ont pas pu emmagasiner de l'argent. Et même quand les Oryx remportaient les finales, même quand en 84, l'équipe du Cameroun remportait la finale, la prime n'était pas celle de 2017, ça c'est certain. Donc on pourrait avoir un regard et peut-être in fine, justement, introduire ces lois-là dans la chambre basse, dans la chambre haute, pour justement penser à leur... Ça pourrait, on l'a vu, ça pourrait. Dans son projet son programme de campagne, Tombia Roko, l'ancien président de l'Africa Foot, qui avait justement ce poids-là important pour le statut des anciens. Aucune fédération ne l'a fait. Aucune fédération ne l'a fait pour l'instant. C'est de la propagande de campagne. Pour cela, c'est la raison pour laquelle, évidemment, Tombia Roko, peut-être que ça aurait pu... Très bien pensé, justement. C'était de la propagande de campagne. Très bien Aucune fédération ne l'a fait. La fédération un peu plus huppée, un peu plus riche que celle du Cameroun, aucune ne l'a faite. Le footballeur doit lui-même se prendre en charge, penser à son après-football, tout simplement. Je prends, excuse-moi de t'avoir coupé, je prends le cas de la France, par exemple. De toute l'émission, tu vas couper à chaque fois, donc. Je pense que tu n'es pas de bon poil aujourd'hui. En France, par exemple, il y a des joueurs qui, comme Tato, n'ont joué qu'en France, ok, qui ont joué pour la France, avec des petits clubs où ils ne gagnent pas beaucoup d'argent, mais la Fédération française n'a jamais rien fait d'eux. Hein. S'ils n'ont pas fait leur placement eux-mêmes, tant pis pour eux. Le joueur doit penser, il doit se responsabiliser. Il doit penser à l'après-football. Il doit penser à Et ce n'est pas que le joueur. C'est comme le maçon qui travaille, qui construit un bâtiment à Bonanjo, qui gagne de l'argent aujourd'hui sur son chantier. Le chantier ne sera pas éternel. Il faut bien que l'argent de ce chantier, qu'il le replace ailleurs pour pouvoir penser au moment dur, quand il n'y aura pas d'autres chantiers à construire. C'est pareil. Donc on comprend, c'est pas non, mais encore une fois, Raoul, vraiment, je voudrais quand même que nous contextualisions justement les choses. Honnêtement, ce qui se passe en France n'est pas ce qui se passe au Cameroun. Pour une fois aujourd'hui. Ce qui se passe en France ne se passe pas au Cameroun. J'aime bien. Même si les lois du football, les 17 lois sont les mêmes, évidemment, avec les 2 remplacements qu'on a ajoutés pour les raisons de Covid-19. Ce qui se passe en France, les joueurs qui évoluent en France, vous savez pertinemment qu'il y a un SMIC quand on joue en France. Le SMIC, ça dépend combien il est. Justement, vous savez qu'il y a un SMIC en termes de salaire de joueurs. Et ça, vous le savez. Mais j'étais de disant ceci. J'aurais souhaité, justement, vraiment à la limite, qu'on ne s'occupe pas d'abord de ces joueurs de la génération Mbappé-Lépé, parce qu'eux, ils n'ont joué presque pour rien. Eux, ils ont vendu les couleurs du Cameroun. C'était le football passion totalement. Ils ont balisé le Ils ont balisé
baliser le chemin, c'est le mot justement, à ceux-ci, voyez-vous. Donc je voudrais qu'on s'intéresse à eux, du moins on peut leur trouver justement un point de sortie, parce que la plupart de ceux-là, quand on regarde, pour ceux-là qui sont encore en vie, on les connaît, ils vivent ici, à Yaoundé, etc. C'est la dèche totale. Il ne faut pas à chaque fois que Samuel Eto'o vienne comme un Zorro à l'hosto, peut-être pour s'occuper de ceux-là, dont on ne peut même pas assurer les soins hospitaliers. On peut s'occuper de cela. Mais après, il y a une autre génération, justement. Et là, je suis à fond la caisse. On peut qui? Oui, mais l'État, encore une la fois. fédération. Non, en réalité, c'est le politique. Pourrait peut-être faire on s'adresse démarche, absolument auprès des hommes politiques, justement, qui vont entériner. C'est comme ça que ça se passe. La fédération pourrait, dans ces cas-là... C'est passé comme ça ailleurs. Dans les multiples subventions. Oui, ça s'est passé comme ça ailleurs. En Guinée équatoriale, par exemple, le président Obiangwema, au sorti de la campagne, peut-être pas victorieuse, mais glorieuse, d'une Zanlan de la Guinée, avait demandé que tous les internationaux aient un salaire mensuel. Donc, il y a quelque chose, voilà, il peut y avoir une innovation. Donc, on peut commencer comme ça, pour la simple raison, et c'est très important. On sait quel rôle le football a joué au Cameroun. Et quand je vous parlais de contextualiser maintenant, évidemment, dans certaines contrées, le football n'a pas eu l'impact qu'il a eu pour la nation, comme au Cameroun. Et de ce point de vue-là, on pourrait rendre aux footballeurs précurseurs, justement, de cette nouvelle donne-là, ce qu'ils ont fait pour le football. C'est très important. Dans un autre pays, ce ne serait pas facile. Ce serait pas facile. On peut leur prouver. La fédération peut porter, la fédération peut mais c'est même déjà quelque chose. Il faut former les footballeurs à penser à l'après-football. Oui, mais pour ceux actuels, mais le football au Cameroun date de Goethe. Oui, justement, de ce Sierra-Léonais qui est arrivé en 1930 et qui a implanté le football au Cameroun. Tous ne sont pas dans la dèche. Oui, mais ceux même qui ont joué avec les Mbappé Lépé, il y en a qui ont fait un autre métier en dehors du football, qui ont vécu de ce métier. Oui, mais il y a quelques noms. Quand même, la plupart, oui, parce que justement, ils ont négligé la formation. Ils n'ont pas pensé à l'après-football. C'est pour ça qu'il a parlé de foot passion. Il a parlé de football passion. Mais moi, je reste encore sur ce point, Emmanuel Marop. Qui va porter un tel projet et s'assurer que ça puisse aller jusqu'au bout, justement? Vous savez, la fédération... Ce qui est valable pour le football, c'est valable aussi pour les athlètes. Absolument. Mais c'est aussi valable pour le maçon. C'est plus valable pour le maçon qui construit un chantier. Oui, mais le maçon qui a construit le plus bel édifice de Bounadjan, il voudrait aussi que l'État s'occupe de lui après. Hein. On est bien d'accord. Oui, mais vous demandez trop à l'État. On ne devrait pas être des assistés. On parle de la fédération. On ne devrait pas être des assistés. On parle de la fédération aussi. Quand même. Emmanuel Marop peut terminer. Oh oui, en fait, j'étais de 10 ans. Moi, je voudrais toujours j'aime toujours à relativiser. Évidemment que l'État du Cameroun, en l'État, on ne va pas demander au pouvoir public de faire des mains et pieds. On sait qu'ils sont sur beaucoup de fronts. Il y a la pandémie qui est arrivée comme un cheveu dans la soupe, il y a les guerres, etc. etc. C'est beaucoup d'argent d'orienter de ce côté-là pour l'unicité du Cameroun, pour la suivi du Cameroun, ce que j'applaudis d'ailleurs, voyez-vous. Mais entre-temps, quand on est sur le plateau, comme celui-ci, aussi prestigieux que la Nuit des Sports, on essaie d'apporter des éléments de réponse à quelques problèmes posés, voyez-vous. Et quand on sait qu'il y en a justement qui ont balisé le chemin pour cela et qu'ils aient joué, je me répète, pour rien ou presque, voilà, après un certain temps, on pourrait justement, quand je dis les lorgner un peu, les regarder, les séduire avec les yeux, ça peut même pas être peut-être de l'argent, mais ça pourrait être des formations, par exemple. On peut dire à ceux-là, ok, venez vous recycler, vous avez 60 ans, recyclez-vous à telle ou telle formation, et de suite, qu'on impose même justement un emploi à ceux-là. C'est pas seulement de l'argent. On ne dit pas qu'on va les regarder. À 60 ans, on pense à la retraite. Ça peut se faire comme ça. À 60 ans, on pense à la retraite. Hein. On pense à se reposer, à voyager, à découvrir autre chose. À 60 ans, on ne pense plus à travailler. Mais encore une fois, Ninga, mais vous dites des choses, vous sembliez me dire maintenant que je ne sais rien. Ce que je concède, évidemment, je ne sais rien. Tout ce que je sais, c'est que je ne sais rien. Je vous le concède. Mais sauf que on est dans un domaine très précis. On parle de foot. Sir Alex Ferguson a arrêté sa carrière à quel âge? Honnêtement, quand vous dites à 60 ans, on est en retraite. Mais on ne parle pas, on ne globalise pas, on pense à la retraite. Mais sauf que Sir Alex Ferguson n'a pas pensé à la retraite. On connaît des sélectionneurs, justement, qui ont entraîné jusqu'à 75 ans, jusqu'à 80 ans. Donc vous nous dites d'aller récupérer des papis pour les former et les remettre dans... C'est comme ça que le Cameroun marche en fait. C'est les papis qui dirigent, il faut les remettre encore à diriger. Qu'est-ce qu'on devrait donc faire par rapport à ceux-là qui ont quand même été là à une époque moi, je pense que précise? Je pense qu'on devrait se servir de ces exemples, ok,
pour former les jeunes d'aujourd'hui et qu'est-ce qu'on fait et les préparer à l'après. Qu'est-ce qu'on fait de ceux-là? Qu'est-ce qu'on fait Ils ont quand même été là avant. Alors, s'ils n'avaient pas balisé le chemin, peut-être le Cameroun n'aurait pas eu le nom. Le Cameroun les a reconnus d'une façon ou d'une autre. Le Cameroun les a reconnus d'une façon ou d'une autre, ça c'est sûr et certain. Maintenant, au lieu de s'attarder sur le passé, je pense qu'il faut penser aux jeunes. Ok? J'ai été confiné en France, je vous donne un exemple bête, pendant la crise sanitaire. Dans les hôpitaux, quand un jeune venait, on débranchait un vieux qui avait besoin un jeune qui avait besoin d'être réanimé, on débranchait un vieux qui avait le même besoin. Pourquoi? Parce qu'on pense que le vieux, son avenir est derrière lui. Ok? C'est un peu cru, mais c'est la vie. Je pense qu'on gagnerait à former les jeunes, à les préparer pour l'après-football. Le football ne marchera pas forcément pour tout le monde ou à des échelles différentes pour chacun, mais il faut qu'ils comprennent qu'après le foot, il y a une vie. Et il faut bien vivre, il faut vivre décemment. Voilà. Donc il ne faut pas que l'après-foot surprenne les gens parce qu'on n'aura pas pensé à Mbappé l'épée ou parce que l'État aurait oublié Moukoko, Confiance ou je ne sais pas qui. Donc non, moi je pense qu'il faut arrêter de penser à ceux qui ont précédé et dire qu'on peut les ramener à gérer ou à être formés. Je pense qu'il faut former plutôt les jeunes d'aujourd'hui et les préparer à l'avenir. Tout simplement. Alors, en tout cas, dans son intervention, Mabouan Kessak disait qu'il a travaillé 5 ans à la fédération sans salaire. Hein. Pendant 5 ans, il a bossé, il était là, on l'a vu, mais il n'était pas payé pendant 5 ans, d'après Emmanuel Mabouan Kessak. Donc, on comprend que même au niveau de la fédération aussi, Emmanuel Marop, ces anciens footballeurs-là, on peut bien vous recruter, vous nommer à une tâche précise, mais financièrement, ça ne suit pas. Là, c'est un autre débat. Mais le plus important est que vous soyez recruté. Là, c'est un autre débat. Vous allez questionner, le comptable matière de la fédération. Il va vous expliquer ça. Non, non, non. Vous savez, est-ce que c'est normal? Là, c'est pas. Moi, je ne fais pas partie de la fédération. Puisqu'on parle de la réconsidération de ces anciens footballeurs, oui, voilà un ancien footballeur qui témoigne qu'il a bossé pendant 5 ans à la fédération, mais qui n'a pas été payé. Oui, mais sauf que déjà, la fédération, je vais le dire comme ça, je ne suis pas le communicateur, a fait son devoir de le recruter. Après, questionner donc le comptable matière de la fédération ou bien le chargé des finances de la fédération qui va vous expliquer pourquoi il n'a pas été payé. C'est deux choses tout à fait différentes. C'est-à-dire faire en sorte que Mabouan Kessak ait travaillé pendant 5 ans, la fédération a fait un super boulot là-dessus en pensant à une ancienne gloire, mais après que Mabouan ne soit pas payé, c'est autre chose. Moi, je ne répondrai pas à cette question parce que je ne travaille pas à la Fédé, je ne sais pas comment les finances de la fédération. Vous faites la fuite en avant. Je ne fais pas la fuite en avant, mais comment vous allez me questionner sur les finances de la fédération? Moi, Mabouan Kessak, attendez, j'ai envie de vous reposer la question. Évidemment que c'est vous qui faites votre boulot. Pourquoi Mabouan Kessak, qui est quand même, je ne dirais pas, qui a une vie un peu à l'occidental, qui sait que le bénévolat ou le sacerdoce n'existe presque pas, comment se fait-il en réalité qu'il soit resté 5 ans sans salaire? Mais attention, il aurait dû dénoncer après les 6 premiers mois ou après les 3 premiers mois. Je pense qu'il n'était pas encore parti. Voilà, donc si vous ne pouvez pas rester employé quelque part pendant 5 ans qu'on ne vous paye pas, mais au bout d'un certain temps quand même, vous le faites savoir à votre employeur, mais qu'il ne vienne pas le dire maintenant qu'il est resté 5 ans sans travail, peut-être pour indexer d'une certaine manière les finances de la fédération. Sans être payé. Voilà. Il vivait de quoi? Il vivait de quoi pendant qu'il y travaillait? Voilà, donc il aurait dû dénoncer. Ça peut être peut-être de la com aussi, et bon ou non, en sa faveur, en la faveur ou en la défaveur de la fédération. C'est pour ça que je vous dis, je ne m'immisce pas, je ne m'y intéresse pas. Évidemment, je ne suis pas employé de la FECAFOOT. Si je l'étais, je vous aurais répondu. Mais ce que je note, c'est que la fédération, en ce temps-là, avait pensé à quelqu'un qui avait œuvré pour le Cameroun, qui avait œuvré à faire rayonner l'image du Cameroun par l'entremise du football. Il avait intégré à la fédération. Après, qu'on ne l'ait pas payé pendant 5 ans, c'est une autre paire de manches. Et aussi, Emmanuel Marop, vous êtes assez quand même, en tout cas pour revenir à ces facilités-là, il a beaucoup parlé de formation, ça peut se limiter là ou alors peut-être il peut y avoir aussi d'autres pistes de raisonnement par rapport à ces anciens joueurs-là. Oui, mais d'autres pistes évidemment, vous apportez, vous questionnez, vous posez une question à laquelle vous apportez un élément de réponse. Parce que vous savez, chacun en nous a des prédispositions.
Évidemment, vous pouvez avoir des prédispositions justement à une formation donnée et puis à d'autres pistes, voyez-vous. Et il existe pas mal de métiers. Lui, il est intermédiaire de foot, il y en a qui peuvent être entraîneurs, il y en a qui peuvent être directeurs sportifs, il y en a qui peuvent être des jardiniers, il y en a, etc. etc. C'est autant de métiers justement qui concourent à l'épanouissement et à l'évolution du football. Donc il y en a certainement en interne qui ont des prédispositions, même sur le marketing. On a vu ce qu'a fait, permettez-moi de revenir un temps soit peu dessus, il nous a quittés il y a 4 ans, le président Maïbi, Dieu regrettait mémoire. On sait ce qu'il a amené, parlant de marketing, voilà, il a collé une image, un équipementier qui a quand même permis au Cameroun d'engraisser son nom, tant sur le plan continental qu'à l'international, parlant des titres. Donc du coup, il peut y avoir des gens comme ça qui aient des prédispositions à être formés, à être jardinier, à être un agent de surface, etc., etc., à être un agent de joueur, et tout ça, et être consultant même. Moi, je m'en réjouis, il vient de la France. Et les Français, ils ont compris ça, les Occidentaux. La plupart de ces anciens, justement, ils ont des formations vite faites comme consultants et ils écument les plateaux de télé, les plateaux, ils sont dans les radios pour amener de leur expérience. Et ça, c'est très important. Et du coup, ben voilà, ils émargent, ils gagnent bien leur vie. Et voilà, peut-être qu'ils n'iraient pas voir... Vous avez l'impression qu'au Cameroun, on est dans cette optique-là. Est-ce qu'on pense aussi à ça? Vous faites bien de parler des consultants parce qu'on a pensé à ça aussi. Peut-être qu'ils vont y penser. Il n'est jamais trop tard. Et moi, je me réjouis même. Et c'est en cela que la communication est très importante. C'est en cela que les émissions comme la Nuit du Sport sont hyper importantes. Parce qu'à supposer un temps soit peu qu'il n'ait pas pensé, ben vous, par la remise de vos questions et de nos échanges à trois, permettent justement d'intégrer ça dans le psyché et de se dire, OK, il y a pas mal de métiers connexes et annexes au football, ben dès maintenant, on peut faire ceci, on peut faire cela. L'exemple, honnêtement, le plus patent qui me vient à l'esprit, c'est Joseph-Antoine Bell. Voyez-vous, depuis 1996, par l'entremise d'une radio internationale, il nous a conduit, il a amené du bien, du sien, de son vécu, sur le plan du jeu, sur le plan de l'intellect. Et ça fait bien. Et il y a eu Franck Capi ici, PCA de l'Union de Douala, qui a amené son expertise. Et du coup, voilà, on pourrait, pourquoi pas, orienter certains anciens footballeurs qui auraient des prédispositions à un langagère aussi simpliste que celui de Molière, les amener à être consultants, etc. Ce qui, pourquoi pas, leur permettrait d'assurer leur après-carrière. Voilà. Et il n'y a pas que dans le foot qu'un footballeur pourrait se réintégrer. Il y a tellement de choses à faire. Tellement de choses. Je vais citer quelques noms comme Stéphane Guivage qui a fait une Coupe du Monde avec la France. Sans marquer de but d'ailleurs en 98. Aujourd'hui, il est un grand chef d'entreprise, il vend les piscines. Ça n'a rien à voir avec le foot. Un exemple encore très récent, celui de, comment il s'appelle, celui qui joue au PSG, là, le petit qui joue au milieu de terrain au PSG. Lassana Diarra, qui est un grand chef d'entreprise. Il a des boissons énergisantes. Voilà, qui marche super bien. Il est sorti du foot. Ouais. Il n'y a pas que le foot. Il faut que les gens arrêtent de penser que si j'ai joué au foot, ce n'est que par le foot que je peux vivre. Il y a le troisième gardien de l'équipe de France, champion du monde en 98, Charbonnier qui fait voilà, dans l'équitation. Exactement. Voilà, donc il est sorti du foot. Pourquoi les gens pensent qu'on doit absolument rester dans le foot? Non. On peut ouvrir son esprit. Le foot te donne un carnet d'adresse. Lassana Diarra, c'est à partir de son carnet d'adresse du football qu'il a créé sa boisson. Aujourd'hui, il cartonne. Il utilise son même carnet d'adresse pour cartonner. Stéphane Guivage, pareil, il vend ses piscines à ses anciens collègues, au président de club. C'est comme ça que ça marche. Mais si les anciens joueurs au Cameroun restent, ah non, mais moi j'ai joué pour les Lions, il faut que l'État s'occupe de moi. Il faut que. Culture aussi. Ah non, un homme qui a envie de s'en sortir, ça n'a rien à voir avec la culture. Ça n'a rien à voir. Ah non. L'environnement aussi. Moi, au Cameroun, il y a tellement... Tout le monde est d'accord que l'environnement des Afro-Camerounais, c'est extrêmement compliqué. Ça, même les économistes vous le disent. Alors, le problème de nous, quand j'entends des gens parler ici et là, tout le monde parle d'assistanat. La fédération doit s'occuper d'eux. L'État doit s'occuper. Mais pourquoi on doit s'occuper des gens? L'État peut faciliter. Le mot est peut-être mieux placé. Faciliter. Mais pas s'occuper. Le joueur, l'ancien footballeur peut penser. C'est pour ça que ça revient toujours à la formation. Parce que la formation te permet d'ouvrir ton esprit, de te préparer à l'avenir, de te permettre de comprendre que le football peut ne pas marcher. Et il faut que tu essayes de trouver quelque chose qui pourra te faire vivre décemment.
ça revient à la formation. Oui, mais sauf qu'en réalité, on ne le dira jamais assez. Le footballeur actuel, il est de la génération tête baissée, il est de la génération TIC. Et dès lors qu'il a paraffé son premier contrat, il prépare son après-carrière. Parce qu'il paraffe son premier contrat dans des conditions idoines. Forcément, ça lui rentre un peu d'argent. Ça, c'est sûr. Je peux t'en citer pas mal qui ont gagné pas mal d'argent aujourd'hui. Je suis d'accord avec vous. Mais sauf que, et la question, je ne défends pas la Bédissime Lydie, mais elle pose des questions à dessein. D'abord, on est en train de définir le contexte, on définit la fonction, voyez-vous, ceux des footballeurs anciens, justement, qui vivent dans la précarité. Évidemment que ça ne s'appliquerait pas. Moi, j'ai rien à dire. Mais est-ce que vous pensez, vraiment, je vais le dire comme ça, il ne va pas m'en vouloir, Samuel Eto'o a besoin d'une reconversion à la FECAFOOT? Je ne pense pas. Parce que, justement, il a gagné sa vie, fait ses placements de telle enseigne, pareil pour Son, à Alexandre Son. Ils se mettent dans l'immobilier. Ils n'ont pas besoin d'aide. Alors, tu penses qu'il n'y a pas de nouveaux qui sont en galère? Oui, il y en a peut-être qui sont en galère, peut-être qui sont mal comportés. Mais nous, on parle de la génération, Lydie met l'accent là où ça fait peut-être mal, de la génération qui a précédé celle des joueurs milliardaires, celle des joueurs qui gagnent bien leur vie. C'est cette génération-là, justement, que nous sommes en train de toucher du doigt. C'est elle que nous voulons mettre en exergue. Et quand elle questionne même, justement, elle se dit, cette génération-là qui n'a joué qu'au foot pour les Lions indomptables, dans les conditions que l'on sait où ça ne rapportait pas, ben elle est en dèche maintenant. Que peut-on faire pour cette génération-là, pour qu'elle reste même dans le domaine du foot? Parce que convenez avec moi, que si vous n'avez pas préparé votre après-carrière quand vous jouiez à l'Orix, pensez-vous que vous avez pensé à vous reconvertir même pendant que vous jouiez? Je ne pense pas. C'est vrai qu'il y en a certains qui travaillaient. Donc cette génération-là, pour la plupart, 60-70%, qui ne font rien, qui sont dans la dèche, c'est elle que justement, c'est à elle que Lydie pense que l'État peut accompagner, aider pour s'insérer dans la société. Et voilà, et vivre quand même des royalties, même si c'est des années après, de leur travail qu'ils ont fait pour le Cameroun. Bon, moi, je pense que ça continue à être de l'assistanat, malheureusement. mais attends, mais tout le monde se fait assister. Tout le monde se fait assister. Je suis contre cela. Non, attends, vous n'êtes pas travailler. Vous êtes il n'y a que le travail qui paye. Mais il faut travailler. Il faut travailler, il faut penser. Mais monsieur Ninga, vous êtes un agent de joueur. D'ici 30 ans, peut-être qu'on n'appellera plus intermédiaire de joueur, peut-être qu'on en aura un plus besoin. Et mais déjà, on n'en a plus besoin. On n'en a même plus besoin. Mais voilà, donc, moi, je ne fais pas que ça. Voilà. Je ne suis pas resté là à dire que je suis qu'agent de joueur. Non. Je réfléchis parce que j'ai envie de vivre décemment. Oui, je n'ai pas envie d'être assisté. Vous n'êtes pas de cette génération-là, monsieur Ninga. En fait, ne faites pas comme si vous étiez de la génération de... C'est ça le problème. C'est un problème générationnel. Même de cette génération, il y a des mecs qui vivent décemment. Oui, justement. Voilà, parce qu'ils ne sont pas restés les bras croisés à dire « Ah, moi j'ai fait pour le Cameroun, il faut que le Cameroun fasse pour moi. » Ah non. Je suis désolé. Il y en a aussi qui ne vivent pas décemment. Oui, parce qu'ils ont les bras croisés à attendre que le Cameroun... Parce qu'ils sont restés les bras croisés. Moi, je ne voudrais pas parler de ça, mais plusieurs fois, j'ai vu Stéphane Tato à la Fédération faire le larbin derrière le secrétaire général de la Fédération de l'époque. Vous vous rendez compte? Un capitaine de l'équipe nationale qui a fait la Coupe du Monde, qui a gagné beaucoup d'argent, parce qu'ils ont gagné de l'argent. Il était à faire le larbin derrière le secrétaire général de la Fédération. J'étais choqué. Je voulais respecter sa mémoire, mais tu m'as amené à parler de cela. Ok? Ce n'est pas à la fédération de s'en occuper, mon frère. Il a gagné de l'argent, il devait penser à son après-football, tout simplement. Voilà. C'est un avis. Peut-être il nous reste quelques minutes avant de refermer cette émission. On a compris la position de Raoul Ninga par rapport à ces anciens footballeurs-là. Il fallait se former, il fallait penser à la carrière. Et on comprend aussi de votre côté, Emmanuel Marop, le souci justement pour l'État, peut-être pas de prendre en charge à 100%, mais quand même d'assurer un minimum, de trouver une voie qui pourrait amener justement l'État camerounais à rehausser quand même un peu l'image de ces anciens joueurs-là qui ont été là. Mais la preuve, c'est même pas vous qui l'avez dit, c'est pas moi, c'est François Omambilly qu'on a vu l'élément tout à l'heure. On l'a observé, on l'a scruté cet élément-là. François Omambilly, l'un des acteurs majeurs de la génération de 90, on s'en souvient. Ben, il dit le chef de l'État, le premier sportif camerounais, au lendemain justement de cette glorieuse épopée de 90, a demandé que l'on donne à chaque joueur une maison. Ça veut dire qu'en très haut lieu, on est conscient
l'exemple de ce qu'ils ont fait. Et moi, j'ai la chair de poule que de penser qu'en réalité, quelqu'un qui a œuvré pour le Cameroun de cette manière-là, même s'il n'y en a pas eu, mais ça prouve qu'en très haut lieu, justement, on sait l'effort qu'ils ont consenti. Vous voyez le président de la République, et là, ça dénote à souhait, il a voulu rendre aux footballeurs en réalité ce qu'ils lui ont donné, parce que le 8 juin, il est présent au stade Giuseppe Meazza lors du match d'ouverture, et personne ne vend chez la peau des Lions, et les Lions, d'un coup de baguette magique, justement, en infériorité numérique, en viennent à terrasser l'Argentine qui 4 années avant était championne. Mais qui était la star? C'est le président de la République, parce qu'en tribune, il était congratulé, il était devenu plus star que les acteurs même. Et quand il rentre donc au palais de Tudio au Cameroun, auréolé justement de ce parcours-là, demande instamment que l'on donne les pioles, les maisons, les haciendas, tout ce que vous voulez, les casas, aux Lions indomptables. Il a compris l'enjeu du foot. Le football, même on en parlait tout à l'heure, dépasse le cadre de la politique, même à un moment donné où du moins ils se rejoignent. Et du coup, il a pensé qu'il fallait les récompenser. C'est même la récompense. Vous parliez d'aide maintenant. C'est une sorte de récompense, même que pour un joueur de la trempe de Mbappé l'épée, justement, de ceux-là qui ont balisé le chemin, ce serait une récompense que de les aider à s'insérer dans la société. C'est même presque inéluctable. Mais après que Raoul pense que, ben voilà, qu'il faut que le joueur, que c'est l'assistant, c'est trop facile. Pourquoi? Voilà. Mais c'est trop facile en 90. Non, mais encore une fois, non, mais là, je vais vous permettre de me couper à chaque fois. Pourquoi donc? Vous parlez tout le temps. Oui, mais vous coupez à chaque fois. Vous coupez à chaque fois. Mais vous parlez sans arrêt. Vous coupez à chaque fois, je ne vous permets pas de me couper. On a en fin d'émission. Pourquoi donc le président de la République donc ne pense pas qu'au Mambik à l'époque, il joue à Rennes ou je ne sais pas moi, il peut s'acheter une maison. Joseph-Antoine Bell, pareil, Thomas Nkolo, pareil, ils peuvent s'acheter des maisons. Mais l'État du Cameroun, en très haut lieu, demande qu'on leur en donne. Ce n'est pas l'État du Cameroun, c'est le président de la République qui décide d'offrir des maisons. C'est le président de la République, c'est pas l'État du Cameroun. Mais justement, en se décidant d'offrir les maisons, est-ce qu'il ne sait pas que les François peuvent s'en acheter? Le président du Cameroun décide d'offrir des maisons. Ok? C'est le président du Cameroun. C'est le président de tous les Camerounais. Voilà. Exactement. Parce que ce jour-là, il était content de la prestation. Mais il a décidé. Il n'a pas dit, je vais offrir les maisons à tous les Lions qui ont joué depuis Mbappé l'épée. Il a dit, ceux-ci qui viennent de faire une performance exceptionnelle, je leur offre des maisons. C'est complètement différent. Okay? C'est comme plusieurs fois, on a vu des gens ici offrir 100 millions aux Lions indomptables et qui ont été distribués aux joueurs. Il y a des mécènes qui l'ont fait. Ce n'est pas à l'État de le faire. Ce n'est pas l'État. Le président, c'est le président. L'État, c'est l'État. Mais sauf qu'il incarne l'État du Cameroun. Ah oui, donc, ça, vous le savez, dans une certaine mesure. Dans une certaine mesure. Voilà, il représente l'État du Cameroun. Il est d'abord un être humain avant d'être président. Bien sûr, mais voilà. attention, tout simplement. C'est pas un robot qui dirige le Cameroun. Mais il est un être humain avant d'être président. Voilà. Alors moi, je pense qu'il faut arrêter de penser qu'on devrait aider les gens. Tout le monde va vouloir être aidé. Il y a des mecs qui ont joué pour l'équipe nationale junior. Hein, qui ont eu des brillants passages à l'équipe nationale junior, qui ont représenté valablement le Cameroun. Pourquoi on ne les aide pas, eux? Oui, mais ça pourrait... Je peux t'en citer des dizaines. Oui, mais on pourrait, justement, j'en connais aussi. Mais voilà. Donc on pourrait, mais il faut qu'on aide tout le monde, alors. On commencer par là. Alors, voilà. moi, je voulais expliquer le cas, par exemple, des pays développés, par exemple, en Europe. En Europe, l'État facilite les choses, ou la fédération facilite les choses pour ces joueurs-là. Par exemple, je parlais de la validation des acquis de l'expérience. Un joueur qui a joué au très haut niveau, par exemple, pour son équipe représentative, il est dispensé d'un certain niveau de formation, par exemple. Et ça, c'est des facilités qu'on leur donne. Ça leur permet de s'intégrer ou de se réintégrer dans la vie sociale, tout simplement. Mais l'État ne peut pas dire ah, moi je vais donner une maison à Emmanuel parce qu'il a joué, il a porté une fois le maillot des Lions, je vais donner à Raoul parce que non. L'État ne peut pas le faire malheureusement. La fédération peut aider parce que Emmanuel a 10 sélections, à 20 sélections, penser qu'avec ces 20 sélections, il peut être dispensé du premier degré d'entraîneur et il peut passer directement le deuxième degré. Ça, ce sont les facilités que les fédérations donnent dans le monde entier et ça marche très bien. Mais tout le monde n'est pas amené à être entraîneur. Oui, par exemple. Il n'y a pas que le métier d'entraîneur. Voilà. C'est pour ça que j'ai dit, c'est aux joueurs de penser, de réfléchir à autre chose. Et ça revient toujours à la formation. Parce que c'est la formation qui t'ouvre l'esprit, qui te montre qu'il n'y a pas que l'entraîneur, il n'y a pas que le directeur sportif, il n'y a pas que le football. Il y a autre chose. Aujourd'hui, si Guivage vend les piscines, c'est parce qu'il a une formation qui lui a fait comprendre que en dehors du football, il pouvait être un excellent vendeur de piscines, il pouvait être un excellent commercial. On peut réussir sa vie partout, même en ayant commencé par le football. Tu peux réussir ta vie partout. Moi, je ne fais pas que le foot. Hein.
Je ne fais pas que le foot. Donc il faut que les gens arrêtent de croiser les mains et n'attendent que de l'État ou de la fédération. C'est trop facile. Non, mais la fédération pourrait également mener une réflexion approfondie là-dessus. Hein. Oui, mais c'est pour ça que Pourquoi j'ai dit pour le cas de M. Tombi que c'était de la propagande de campagne. Parce que je sais qu'il n'aurait jamais fait. Personne ne l'a fait ailleurs. Personne. Même les plus grandes fédérations ne l'ont pas faite. Donc arrêtez de penser que ça, la fédération va assister. Il y a tellement de joueurs qui ont représenté le pays, tellement qu'on ne peut pas s'occuper de tout le monde. François Omambiek a eu la chance, il le dit lui-même. J'ai eu la chance d'avoir été appelé 2 fois à représenter le pays en tant qu'entraîneur adjoint. C'est une chance. Et une chance parce qu'il connaît du monde derrière, c'est comme ça que ça marche. Les autres ont peut-être plus de potentiel ou plus de capacité que lui. Pourquoi on ne les appelle pas? Pourquoi on ne les appelle pas? L'État ne peut pas s'occuper de tout le monde. Impossible. Donc il faudrait... Et François Omambiek n'a pas attendu que l'État le convoque pour être entraîneur. Il entraîne en France. Il entraîne en France. Il essaye de s'en sortir. Il n'a pas croisé les bras en disant « Ah, j'ai trop donné pour le Cameroun, il faut qu'il m'appelle ». Comme beaucoup font. Moi, j'ai vu des anciens joueurs ici. « Oh, mais j'attends comme un homme ». Et même, on a vu, Samuel Eto'o, il a fait dormir des gens. Tout le monde le sait. Parce qu'il voulait les aider. Il voulait les aider. L'autre, il était au quartier, les bras croisés. Samuel a dit, ah ben, écoutez, mettez-le là à la fédération ou dans l'équipe nationale, même s'il ne fait rien, au moins qu'il ait un salaire. Ça s'est vu au Cameroun, tout le monde le sait. Mais arrêtez de vivre comme ça. Moi, je pense que les gens devraient travailler. Un pays qui ne travaille pas ne peut pas se développer. Voilà. Il faut travailler, il faut penser, il faut réfléchir. D'accord, on a compris. On est en fin d'émission. Peut-être un dernier mot, Emmanuel. Je me réjouis de la fin de Raoul, hein, qu'il ait fait mention du lobbying en ces termes qui lui sont propres. Et là, ça revient. Il est là. Absolument, ça revient à la première thématique que nous avons eue, hein, inhérente à l'élection en Côte d'Ivoire. Donc, quand je dis que pour être président d'une association, il faut des bras longs, il faut un lobbying assez fort, assez puissant, venant même de la première autorité du pays, ben voilà, on me traite de je ne sais pas quoi. Non, c'était sympa. Le premier lobbying devrait passer par les footballeurs. On a passé d'excellents moments, donc voilà, pour un retour, c'était super. Merci Emmanuel Mahop. Un footballeur, ça n'a pas de sens. Merci Raoul Aninga, merci à toute l'équipe technique, mais merci également à vous mesdames et messieurs. On se retrouve la semaine prochaine. Au revoir.